Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un support de sujet d'examen du BTS-CPI qui était un élévateur de sujet de manège, en l'occurrence le Nautilus, voilà un manège pour les petits enfants. Et l'objectif qui était en début de sujet, comme assez souvent à l'examen du BTS-CPI, de tracer ce qu'on appelle des trajectoires, des épures pour déterminer entre une position haute, une position basse, un mouvement avant-arrière, et bien notamment par exemple ici la course d'un actionneur et c'est un vérin hydraulique, voilà. Et on a un système de support de ce qu'on appelle le sujet de manège, qui est le Nautilus, qui est sur un support de sujet, on appelle ça le sujet 4, support sujet 4. Et donc on a une structure mécano-soudée associée en fait eh bien, au segment AC qui est ici. Et on peut deviner ici en fait un parallélogramme, on appelle ça un parallélogramme déformable. Alors bien qu'on ait eh ben, le schéma ici, je vais superposer en fait une représentation du bâti. Donc là, je représente l'embase d'élévateur 1, c'est le bâti. On va représenter ça sous la forme d'une liaison pivot. Comme ça, on y verra un petit peu mieux. Peut-être pas en couleur. Ici, on a le bras élévateur 2 qui a cette particularité, c'est que c'est sur lui, c'est un bâti mécano-soudé, je vais le faire en vert. C'est un bâti mécano-soudé sur lequel on a eh bien, le point d'articulation avec la tige du vérin hydraulique. Donc ce que je vais faire, on verra pourquoi après, pour faire un schéma, si j'avais à faire le schéma sans voir le réel, je ferais quelque chose comme ça, voilà, qui représenterait, donc là c'est bien le 2. Ensuite, eh bien, ça c'est le bras qui vraiment supporte, on va dire, le poids. Et ici, on a une bielle 3 qui a une fonction que je qualifierais d'anti-rotation. On retrouve ça sur suspension moto particulière BMW, notamment le système Paralever. Là, on a la bielle 3 qui est ici. Et puis, ce que je vais dessiner, j'ai fait un trait comme ça, on voit pas bien. Là, il y a une articulation, mettant une liaison pivot. C'est vraiment une liaison pivot. Et puis, à ce niveau-là, une articulation avec oh, j'aurais dû faire une autre couleur, tiens. Avec ceci, ça aurait été plus lisible comme ça. Oh, je vais faire ça en rouge. Et puis on a le segment AC et puis qui lui va être relié. Alors ce n'est pas le schéma cinématique, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu mieux. En fait, voilà. Donc c'est cette partie-là qui va constituer le support de sujet. Bon, je vais faire un trait horizontal pour qu'on voit un petit peu le support de sujet 4. Voilà. Donc là, on a bien le parallélogramme déformable. On pourrait même finir au niveau du bâti le parallélogramme. Voilà, comme ça, le tout est placé. Et ici, on a l'articulation en fait du corps du vérin au point K. Le problème est plan. On a un point qu'on appelle M0 et l'objectif finalement c'est de déterminer où est la position du point M1 en sortie lorsque l'élévateur de sujet de manège eh bien, ce sera élevé de 480 mm à l'échelle 1. Et là, le plan sur un format A4 est à l'échelle 1/6. Donc 480 divisé par 6, on élèvera de 80 mm. 6 x 8, 48. Voilà l'affaire. Ici, je vais représenter, je ne veux pas forcément faire un schéma, une représentation cinématique du vérin. En fait, on a une augmentation de la distance entre les points K et M lors de la sortie de tige du vérin hydraulique. Voilà. Alors, on va admettre que le parallélogramme va se déformer et comme les solides sont indéformables, c'est le parallélogramme, le mécanisme va se déformer et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une élévation du point A. Donc, lors de la sortie de tige, eh bien, en fait, ça va entraîner la rotation du bras élévateur 2 et puis ça va amener le point à s'élever. Donc, ce qu'on peut faire d'emblée, c'est peut-être repérer et ben justement le niveau atteint par le support de sujet 4 et le sujet, le Nautilus, en position haute. Alors comme on a finalement deux points à ce niveau-là, le point A ou le point C, qui appartiennent, d'après le mécanisme dans les liaisons, qui appartiennent au sujet 4, et ben je vais dire que s'il doit s'élever de 480 mm, on peut le faire comme ceci. Alors effectivement, à l'échelle 1/6, on va être là-dessus à 80 mm, à peu près. Et donc là, on devrait avoir, ouais, je vais me repérer comme ça va être mieux, 72, 156, ok. Et donc on doit arriver à quelque chose, 72, 152, voilà. Je parle tout seul, un petit peu de schizophrénie.
Et donc, ça devrait être à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ceci, ça correspond à l'élévation de 480 mm à l'échelle 1. Voilà. Donc là, on a plus 480 mm, c'est-à-dire 80 mm, échelle 1/6. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est finalement, on pourrait dire, le lieu du point qu'on va appeler A1, en position haute. On sait qu'il sera à ce niveau-là, puisque l'élévateur s'élèvera de 480 mm. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est définir des trajectoires. Et pour définir les trajectoires, il est bon de définir des mouvements. Alors pour les mouvements, je peux l'écrire à côté éventuellement, le mouvement de 2 par rapport à 1, 1 c'est bien le bâti, le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est une rotation. Alors, on pourrait dire parce qu'on a le plan, c'est dans un repère XY, enfin une base de vecteur XY. La normale au plan serait Z. Donc là, on va dire qu'on est dans le plan. Je vais simplement dire mouvement, rotation de centre F en l'occurrence. De centre F, voilà. Et en faisant ça, ce que je peux faire, c'est en déduire la trajectoire d'un des points de n'importe quel point du mouvement du solide 2 par rapport à l'embase 1. Ce sont des cercles, des arcs de cercle centrés sur F nécessairement, puisque F est le centre de la rotation. Donc en particulier, on va avoir le point A, puisqu'on en a parlé, et de cette manière-là, on pourra voir tout de suite où atterrit le point A. Donc je fais bien comme ça à peu près, atterrir, ouais, c'est ça. Et donc on a ça comme ça passe pas loin du point G. Je sais pas, on voit pas super, hein. On voit pas super, je vais forcer un peu le trait. Voilà, ça se voit à peu près. J'hésitais à mettre de la couleur. Et donc ça, en fait, je sais pas si je le fais aller plus loin ou pas. Allez, soyons fous, ça sera plus lisible. Je vais le faire aller plus loin, comme ça je pourrais écrire raconter ma vie, la coucher sur le papier un petit peu plus haut. Aller plus haut. Et à ce niveau-là, on a, c'est la trajectoire, on note ça comme ça, ouais. La trajectoire du point A, du mouvement de 2 par rapport à 1. Et ça, en fait, c'est un cercle de centre A, de centre F, pardon. Voilà, on peut parfois faire comme ça et dire, ici, pour tracer ça, on pourrait faire ça comme ça, ce serait peut-être plus pour indiquer ce qu'on a fait au niveau des constructions. Et puis là, on a un rayon F depuis le centre jusqu'au point A. Voilà, comme ça on a bien fait un arc comme ceci. Tant qu'on est là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est tracer la trajectoire du point M, M0 en l'occurrence, qui va devenir M1. Et lui aussi, en fait, parce que c'est mécano-soudé, on le voit ici, hein, et donc le support d'articulation de la tige de vérin avec le bras élévateur 2, eh bien, c'est un point qui appartient au bras 2. Et donc, sa trajectoire est, elle aussi, centrée sur le point F. C'est un cercle. Et donc là, je vais faire ça comme ceci. Voilà. Voilà. Ouais, on voit. Et quand même... Et donc ceci, c'est la trajectoire du point, on aurait pu l'appeler M, on va laisser M0, de 2 par rapport à 1. Et puis c'est évidemment un cercle centré aussi sur F. Et là on a si on peut dire, on a le rayon, c'est juste indicatif, hein, ça. Ça c'est le rayon FM0. Voilà, voilà. Donc on a déjà ça comme ça. D'emblée, on peut positionner le point A, puisque le point A, s'il s'élève, en fait, il va s'élever. On va admettre, on verra après la configuration du parallélogramme déformable. On vérifiera ce qu'on a fait après. Et le point A1, on va le trouver ici, nécessairement, parce qu'il est sur la trajectoire, et on a dit qu'il s'élevait de 480 à l'échelle 1. Voilà, voilà. Alors ensuite, ce qu'on va avoir, si on veut positionner, par exemple, le point C, eh bien, le point C, on va caractériser le mouvement. Alors, je vais écrire là, si on voit, le mouvement, cette fois-ci, de la bielle 3, de 3 par rapport au bâti 1. Eh bien, c'est quoi? Comme il y a une articulation, on parle d'articulation dans les mouvements plans, ce qui
ce qui caractérise des rotations. Ça peut être réalisé par des liaisons, modélisé par des liaisons pivot glissant d'axe normal au plan, rotule, linéaire annulaire, bref, on a une rotation dans le plan. Donc le mouvement 3 par rapport à 1, c'est une rotation, de centre H. Oh, pourquoi j'écris mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est comme ça. Et donc la rotation de centre H, eh bien, ça va occasionner des trajectoires qui vont être forcément centrées sur H. Et donc le point C qui est là, lui, c'est l'unique point, hormis H, de la bielle 3, donc c'est la seule trajectoire qu'on puisse tracer légalement. Et donc là, on va voir ça comme ça. Donc ça va faire ceci. C'est beau. C'est beau, hein? Je vais la continuer un petit peu, cette trajectoire. Comme ça, on pourra écrire ça aussi là-haut. Et ça, c'est bien la trajectoire. On note T, comme les mouvements finalement. T, c'est du mouvement de 3 par rapport à l'embase 1. Et ça, c'est un cercle, un arc de cercle, on peut écrire cercle, de centre H. Et ceci étant fait, on peut éventuellement, pour mieux caractériser, pour justifier ces constructions, si ça nous fait plaisir, exclusivement, eh bien écrire, comme ça on voit vraiment ce qu'on a fait, sinon on ne voit pas vraiment, il y a un souci. Ça c'est le rayon HC, puisqu'on parle de la trajectoire du point C. Voilà, voilà, voilà. Alors le point C, pour l'instant, on ne sait pas où il est. Mais en revanche, ce que l'on peut exploiter, c'est le fait que chacun des 4 solides, 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas, eh bien, sont indéformables. Ce qui signifie que eh bien, les distances entre 2 points d'un même solide, eh bien, ces distances sont conservées au cours du mouvement. Il n'y a pas de déformation. Donc là, en l'occurrence, la distance AC est conservée, puisque ça appartient à la pièce rouge, le sujet 4. Et donc là, c'est un problème de précision. Ce qu'on va pouvoir avoir, c'est la distance AC. Alors, il y a plein de moyens de tracer des choses. On va avoir la distance AC comme ceci. Waouh! Alors, il vaut mieux le compas parce qu'en fait, je me moque de la mesure. Vous voyez, si je mesure, je ne sais pas, 17 mm, ça me fait une belle jambe. Une belle jambe, puisque après, je mesurais, reportais la mesure, et en fait, je commets une erreur. Voilà. Pour les adeptes de la métrologie, je pense qu'on peut dire que c'est la différence entre une mesure et un contrôle. On a notamment, par exemple, pour des alaisages, des tampons bitangents passent ou ne passent pas sur des cotes de diamètre. Et là, ce que je fais, c'est que je vais faire à peu près, j'espère que ça va aller, ça va bien se passer, à peu près. Et là, ce que l'on a, c'est, est-ce que j'ai tracé assez fort? On ne voit rien, on ne voit rien. Oh, donc là, on voit rien. Voilà. Parce que si j'avais mis de la couleur, j'aurais fait des changements. Je n'ai pas 4 compas non plus. Donc là, on est comme ça. Alors ça, comme c'est la pièce rouge, on respecte les couleurs. Eh bien, je vais pouvoir indiquer ça comme ça. Et à ce niveau-là, j'essaie de faire un trait fin avec ça. Eh bien, ce qu'on a ici, c'est le fait... Alors, ce n'est pas du tout une trajectoire, cette fois-ci, contrairement aux autres. C'est simplement le respect de la distance après le respect des couleurs. Et ici, ce que j'ai voulu traduire par cette flèche-là, cette cote, ce rayon, c'est que la distance AC est conservée, et donc AC égale A1C1. AC égale A1C1. Et donc, le point C1 est situé là-dessus. Et comme on avait défini la trajectoire par le mouvement de la bielle 3, et bien le point C est sur cette trajectoire et on sait qu'il est à cette distance du point C. Donc, dans la configuration haute, le point C qu'on appelle C1 va se retrouver ici. Je vais mettre en bleu. Bon. Et donc, on est là-dessus. Et donc là, le point C1 est nécessairement là. Et comme on est des foufous, on va pouvoir bien tracer le parallélogramme déjà. Enfin, un petit morceau. On a un petit morceau. Mais en fait, on a tout. On a tout puisque on a ceci. Alors, vous voyez la caractéristique, c'est que là, ça reste parallèle. Vous me croyez sur parole. Regardez, j'ai un outil magique. Ça c'est la puissance. Ça, c'est du matos de professionnel. Et donc, vous avez ça. Oh, c'est beau. Et j'ai pas triché, parce que ça m'arrive rarement. Mais bon. Et du coup, la biellette 3, elle est articulée en H. Et ce qu'on va avoir, on va pouvoir faire les points reliés. Comme quand vous étiez petit, des points reliés, ça donne un dinosaure, etc. Voilà, notre enfance a été marquée par les dinosaures. C'est notre préhistoire à nous. Donc on est là-dessus. Et puis, eh bien,
Le bras support, le bras élévateur 2, lui, centré sur F dans son mouvement, eh bien, il va atterrir là. Et là, on voit bien se dessiner, messieurs, dames, eh bien, la notion de parallélogramme déformable. On avait le parallélogramme HFAC, eh bien, lorsqu'il se déplace, il se déforme, hein, malgré tout, en HFA1C1. Et on a vraiment un parallélogramme, les distances sont égales. De toute façon, ça a été imposé par le tracé des trajectoires circulaires. Voilà, centré sur F et sur H. Donc on est là-dessus, on a le point A1, on a le point C1. Et maintenant, vaste opération, il va falloir positionner le point M. Aïe, 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 attention. Alors là, il y a plusieurs manières, hein, divers sont les talents. On est là-dessus. Là, ce que j'ai tracé, en fait, j'indique que j'ai fait une perpendicularité. Et ce qu'on peut faire, l'idée, c'est de reproduire, en fait, le bras 2 en vert, qui lui est constitué de 3 points, hein, du point de vue du schéma cinématique. On pourrait même tracer les segments comme ceci. Alors, je vais faire plusieurs tracés. Ils vont être superflus. C'est pour montrer que vraiment, il y a différentes méthodes. L'idée, c'est que le côté triangulaire de la définition de la pièce du bras 2, là, du bras élévateur 2, vert, eh bien, c'est un point F, un point A, et ici, on a le point M0 qui va devenir le point M1, et il faut le replacer de la même manière sur la position, sur le bras 2, en configuration haute, hein, de l'élévateur. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dire, fonctionner comme avec un système de coordonnées en disant, voilà, j'ai cette cote-là, alors je ne vais pas appeler ça le point H, souvent c'est la hauteur, bon, on s'en moque, je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas le nommer, il n'a pas de nom. Et dire cette distance-là, eh bien, je vais la reporter là-dessus, et cette distance-là, je vais la reporter perpendiculairement là-dessus. Donc ça, c'est une manière, comme j'ai dit que les cotes, hein, on les laissait pour autre chose. Je vais faire cette cote-là et reporter là. D'accord? On a saisi l'affaire. Et cette cote-là, je vais la reporter à partir du point qui est là. Pourquoi pas, hein? Là, vraiment, c'est vraiment l'excitation au compas, quoi, hein. Et puis là, je vais faire ça et je vais le dessiner comme ceci. Hop. Donc ça, c'est une distance. Et ça, c'est une manière de faire. Et de ce fait, si je fais une perpendiculaire, ça va pas être propre. Une perpendiculaire, où est-ce que je l'ai mis mon petit trait? Ah ben il est là, oula, j'étais perdu complet. Donc on est là, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une perpendiculaire et qui va arriver. Alors c'est marrant parce que on voit bien qu'il y a plusieurs manières, puisqu'en fait je fais mes coordonnées, mais ça tombe pile poil aussi sur la trajectoire qui est là. Donc en fait là mon point M1, il est là. Je le définis de manière multiple, j'ai défini par cette cote de F à un point, le point, peu importe, hein, je peux l'appeler N par exemple, eh bien Fn est ici, et là ce que j'ai fait la même configuration, on va dire N1, on se moque de ce point, hein, c'est un point intermédiaire, et là on va avoir M1 ici, avec cette distance Fn qui est reportée en Fn1, et Nm0 qui est reportée perpendiculairement en N1, M1, voilà. Ça c'est une indication pour dire que la distance est égale, et là une deuxième distance égale. Après on peut faire autrement. Ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, voilà, là j'ai un angle, et bien je vais le retrouver là. Vous voyez, bon, c'est peut-être pas super pratique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dire, c'est pour ça que je vous disais, il y a plusieurs moyens, c'est dire que comme c'est un solide indéformable, la distance AM0 ici, eh bien elle est conservée, et on va la retrouver avec A1, M1. Et vous voyez que ça passe dessus. On peut aussi, mais ça c'est déjà fait, je l'avais indiqué, le rayon FM0, et ça traduit en fait la conservation de la distance FM. Haha, la bonne fréquence. Donc FM, on est là-dessus. Donc on a trouvé, on a positionné le point M1. Et ensuite, que faire? Alors, je n'ai pas schématisé le vérin hydraulique, mais en fait, on a ça. Alors, on voit que, en toute rigueur, en fait, c'est pas parfaitement aligné parce qu'au cours de mouvement, eh bien, la direction du vérin, lorsque la tige sort, eh bien, change d'orientation. Enfin, l'orientation est modifiée. Donc, en réalité, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Je vais faire ce trait-là qui va être relativement confondu au premier, mais quand même pas tout à fait, vous voyez. Il y a quand même un changement d'orientation. Et tige sortie, eh bien, le point M0 va atterrir là. Et donc, dans la question qui était posée, dans le sujet d'examen, n'est-ce pas,
c'était de déterminer la course du vérin. Et la course du vérin, c'est en fait de quelle longueur sort la tige. Voilà. Et en fait, si vous aviez le vérin déposé hein, sur un établi, sur le bureau, eh bien, vous prendrez le vérin tige rentrée, le vérin tige sortie en position haute, et vous mesureriez la différence de longueur entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de candidats dans des sujets d'examen ou dans des devoirs, voilà, eh bien, qui auraient écrit M0, M1. Mais M0, M1, alors ici c'est sensiblement la même chose, mais en réalité, ce n'est pas bon. Parce que si vous avez carrément une grosse modification d'orientation, là on voit qu'on est complètement dans l'erreur. Là, c'est la longueur totale. Autrement dit, la course du vérin, ça va être course, je vais l'écrire là, la course, la bonne course, course égale KM1 moins KM0. Final moins initial, toujours quoi. Et si on mesure ça, parce qu'un jour, il faut quand même mesurer. Hein. Un jour, il faut quand même mesurer. Alors, je mesurais ça comme ça. Et là, ce que je mesure 87 mm. Donc, c'est 87 moins, et puis l'autre, toc, 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 56. Je mesure vite, hein, ça rigole pas. Ça rigole pas, on est des professionnels. Et ça me donne 31. Mais, ça, c'est échelle 1/6. Et donc, la course, en réalité, elle va être égale à 31 fois 6, 6 fois 3, 18. Et ça signifie qu'on a une course de 186 mm qui est nécessaire pour les vérins hydrauliques. Donc, c'est un des critères de choix de vérin hydraulique. Et effectivement, après, on peut déterminer en statique, voire en dynamique, quel est l'effort que doit fournir le vérin hydraulique et définir une centrale hydraulique, un débit hydraulique par rapport à la vitesse de levage de vérin pour pas non plus affoler les petits-enfants, hein, qui sont, je crois, au nombre de 6 dans le Nautilus, maximum, sans distanciation, évidemment. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris.